Donc bonjour à tous, et donc bienvenue à ce quatrième cours de la série sur les structures de contrôle. Aujourd'hui, on va parler du concept de continuation et d'une construction reliée qui s'appelle les opérateurs de contrôle que l'on trouve dans certains langages fonctionnels et qui toutes les deux permettent en fait au programmeur de programmer ses propres structures de contrôle. Donc, qui offre une grande puissance d'expression au niveau donc, de contrôler l'enchaînement des calculs. Alors, quelques mots sur la notion de continuation. Étant donné un point de contrôle dans le programme, la continuation de ce point, c'est tous les calculs qui restent à effectuer pour finir le programme. Donc, une fois qu'on arrive à ce point de contrôle, qu'est-ce qui reste à calculer pour finir le programme? Et c'est ça qu'on appelle la continuation du point de contrôle. Et alors une observation, c'est que cette continuation peut souvent être représentée dans le langage de programmation lui-même. Par exemple sous forme d'une commande dans un langage impératif ou sous forme d'une fonction dans un langage fonctionnel. Alors quelques exemples de continuation. Donc là j'ai marqué les points de contrôle en rouge, 1, 2. Et par exemple, donc, si votre programme c'est juste une séquence, S1 suivi de S2, la continuation du point 1, ici, qui est juste après S1, ben c'est S2. Une fois qu'on aura fini d'exécuter S1, qu'on arrive au niveau du point virgule, il nous reste à exécuter S2. Un petit peu plus subtil, si on a une conditionnelle, if Boolean expression, then S1, else S2, le tout suivi de S3. Maintenant, au point de contrôle ici, 1, où on vient de passer dans la branche then, on voit bien qu'il va falloir exécuter S1, puis S3. Donc la continuation, c'est S1, point virgule, S3. Au début de la branche else, bien sûr, c'est S2, point virgule, S3. Maintenant, si j'ai une boucle while, dont le corps S, donc il y a un point de contrôle au début de S et un point de contrôle à la fin de S, la continuation du point de contrôle au début de S, à l'entrée dans le corps de la boucle, bien sûr, il va falloir exécuter S, et ensuite, il va falloir réexécuter la boucle. Donc c'est S, point virgule, while BE do S, alors que si on a atteint le tout dernier calcul de S, donc là on est sur le point de redémarrer la boucle, et donc la continuation c'est juste la boucle elle-même. Et enfin, un dernier exemple, qui est, si j'ai une boucle comptée maintenant, for i égale 1 to 10 do S, donc la continuation au début de S, bien sûr c'est S, il va falloir exécuter S, et ensuite il va falloir exécuter les itérations qui restent. Donc, tant que i est strictement plus petit que 10, on incrémente i et on fait s. D'accord? Donc ça, c'est pour un langage impératif avec contrôle structuré. Maintenant, quid d'un langage fonctionnel? Alors, dans un langage fonctionnel, donc un langage à base d'expressions, on parle moins de points de contrôle et plus de sous-expressions. Et donc, on va dire, c'est quoi la continuation d'une sous-expression dans un programme P? C'est en fait la suite des calculs qui restent à effectuer une fois qu'on a évalué l'expression E en sa valeur V. Et donc maintenant, il reste des calculs à effectuer pour finir le programme P et obtenir la valeur de P. Et donc, on peut voir la continuation comme une fonction. Valeur de E, flèche, valeur de P. Valeur de la sous-expression, flèche, valeur du programme tout entier. Alors, un petit exemple, juste un langage d'expression arithmétique, d'accord, avec évaluation de gauche à droite. Donc on a comme programme, c'est l'expression 1 plus 2 fois 3 plus 4. Alors, quelle est la continuation de 1? Une fois qu'on aura évalué 1 en 1, il faudra faire plus 2 et puis la multiplication par 3 plus 4. Donc évidemment, c'est lambda V, V plus 2 fois 3 plus 4. La continuation de 1 plus 2, maintenant, c'est... donc une fois qu'on aura évalué 1 plus 2, il restera à faire la multiplication, le calcul de 3 plus 4, pardon, et la multiplication. Donc c'est lambda V, V fois 3 plus 4. En revanche, la continuation de 3 plus 4 dans P, ça n'est pas 1 plus 2 fois V, parce qu'on évalue de gauche à droite, donc quand on arrive à évaluer 3 plus 4, on a déjà évalué 1 plus 2. Donc on a déjà remplacé 1 plus 2 par 3, et donc la continuation de 3 plus 4, c'est lambda V 3 fois V. Il reste à multiplier 3 par la valeur qu'il faut calculer. Et donc vous voyez que la continuation dépend de la stratégie d'évaluation. Là, j'obtiens ces résultats parce que j'ai dit qu'on commençait par évaluer par la gauche, la sous-expression gauche. Bien sûr, si on faisait dans l'ordre inverse, de droite à gauche, ça changerait. Alors,
un lien immédiat avec les structures de contrôle, et c'est en fait les continuations, ça permet aussi de raisonner sur les sauts dans les langages. Donc des commandes comme goto, break, return ou throw, la levée d'exception, peuvent toutes se voir comme changeant de continuation. Ou du moins, au lieu de continuer sur le point de la continuation du point de contrôle qui vient juste après, syntaxiquement, on va se brancher ailleurs. GoTo de L va en fait invoquer la continuation du point qui est étiqueté L, break la continuation de la boucle englobante, return la continuation de l'appel de fonction en cours, throw la continuation de la clause catch ou du try, du gestionnaire d'exception le plus proche. Et par exemple, si j'ai une boucle while condition booléenne do break point virgule S1 et puis S2, la continuation du break, l'effet du break, ça va être de sortir de la boucle immédiatement, et donc de sauter par-dessus S1 et par-dessus le reste de la boucle. Donc la continuation du break, ça va être S2. Alors que si ça avait été skip, ou une instruction qui continue en séquence, ça aurait été S1, point virgule, et puis la boucle à réexécuter, et puis S2. Bien, donc il y a un lien entre continuation et saut. Un saut, c'est se brancher à une continuation qui n'est pas la continuation évidente. Et donc aujourd'hui, on va voir trois modalités d'utilisation des continuations. Donc d'abord comme outil sémantique, justement, pour décrire la sémantique du goto non local. Et c'est sans doute comme ça que la notion est arrivée dans la littérature. Toujours la question de donner une sémantique à Algol 60, et notamment au goto non local. Mais les continuations sont aussi très utiles comme outil de programmation dans les langages fonctionnels. Donc, ça s'appelle le style à passage de continuation, Continuation Passing Style, CPS en anglais. Et donc, on va voir ce que c'est et comment on s'en sert. Et enfin, on peut utiliser les continuations par les opérateurs de contrôle que certains langages de programmation fournissent, comme le célèbre Call with Current Continuation, Call CC du langage Scheme. Voilà, donc commençons en parlant un petit peu de sémantique, et de sémantique dénotationnelle. Donc ça, c'est une approche qui se développe dans la recherche sur les langages de programmation à partir de 1965, dans les travaux pionniers de Christopher Strachey notamment, puis après de Dana Scott, de Christopher Wadsworth et d'autres, et qui va s'imposer un peu comme le style standard pour décrire la sémantique des langages de programmation jusque vers 1990 à peu près. Après, on est passé à des techniques plus opérationnelles. Donc c'est quoi l'idée de la sémantique dénotationnelle? C'est qu'à chaque élément syntaxique de votre langage, chaque expression, chaque commande, chaque fonction, la sémantique va associer un objet mathématique. Et cet objet mathématique, il décrit la signification du bout de syntaxe. Et on essaye que ce soit compositionnel. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez une expression E1 plus E2, normalement, sa dénotation, ça devrait être une composée des dénotations de E1 et de E2. Alors, par exemple, rappelez-vous le langage des feuilles de calcul du précédent cours. Donc on avait des équations, variable égale expression. Donc on a deux catégories syntaxiques, on a les expressions et les programmes. Donc la dénotation d'une expression, notée entre crochets, ça va être une fonction qui prend un environnement, donc une affectation de valeur numérique aux variables, et vous renvoie la valeur de l'expression. C'est ça ce que ça veut dire, une expression dans un langage comme ça. C'est la valeur dans un certain environnement. Et puis, les programmes, c'est un ensemble d'équations, variable égale valeur. On va dire, en fait, la dénotation, c'est l'ensemble des solutions, dans l'ensemble des affectations de valeurs aux variables qui satisfont les équations. Il peut y en avoir 0, il peut y en avoir une, il peut y en avoir plusieurs. Bon. Donc, c'est pour ça qu'on met un ensemble. Et donc voilà les définitions, donc c'est par récurrence sur la forme et analyse de cas sur la forme des expressions. Une expression constante dans n'importe quel environnement, ça s'évalue en une constante. Une variable dans l'environnement ρ, ça s'évalue en ρ de x, la valeur associée à x dans ρ, donc c'est ça la dénotation. Et un opérateur f appliqué à E1, En, ça va avoir pour dénotation l'opérateur sémantique f étoile associé. Rappelez-vous, là si c'est plus, ça va être l'addition de nombres flottants par exemple, appliqué aux dénotations des arguments. Et maintenant, pour un programme, la dénotation d'un programme, donc ça va être l'ensemble des environnements ρ
tel que ρ de xi, c'est égal à la dénotation de EI dans ρ, pour chacune des équations, xi égale EI. Bon, donc voilà une sémantique dénotationnelle toute simple. Maintenant, si on passe à un langage impératif, parce que algol, hein, c'est quand même important, donc on passe à un langage impératif dans lequel on a des affectations. X égale, x reçoit x plus 1. Donc ça, on voit bien que ce n'est pas une équation, comme dans la feuille de calcul, c'est plutôt quelque chose qui fait évoluer l'état mémoire, alors, le store, comme on dit en anglais. Donc l'état mémoire, alors c'est aussi une affectation de valeurs aux variables, hein, dans un langage simple, mais maintenant, la dénotation d'une commande, d'un statement, STMT, ça va être un transformateur d'état mémoire. Ça va prendre l'état mémoire avant l'exécution du statement et vous rendre l'état mémoire après l'exécution du statement. Et par exemple, donc, la dénotation d'une affectation, x reçoit E, c'est l'état mémoire courant sigma, dans lequel on a remplacé x par la valeur de E dans sigma. Et du coup, la dénotation d'une séquence, S1 suivi de S2 dans sigma, ben c'est passer sigma, transformer sigma par S1, ça vous donne l'état mémoire à la fin de S1, qui est aussi l'état mémoire au début de S2, donc on passe à la dénotation de S2, qui nous donne l'état mémoire à la fin de S2, qui est aussi l'état mémoire à la fin de la séquence. Et ici, j'ai une conditionnelle, if BE then S1 S2, dont la dénotation, l'effet sur le store, ben c'est soit S1 appliqué à sigma, si la condition est vraie dans sigma, ou S2 appliqué à sigma, si la condition est fausse. Bon. Bien, on y arrive. Un peu plus compliqué maintenant, les boucles. Alors les boucles, ça pose un problème qui est la divergence. Une boucle infinie, on ne peut pas dire qu'elle transforme un état mémoire en un état mémoire. L'état mémoire à la fin de l'exécution de la boucle infinie, il n'est juste pas défini. L'idée, c'est donc maintenant d'ajouter une dénotation spéciale, qu'on appelle traditionnellement bottom, pour la divergence. Donc maintenant, la sémantique de la commande, elle prend l'état mémoire initial et elle vous renvoie soit l'état mémoire final si elle termine, soit cette constante spéciale bottom qui signifie la divergence. Et du coup, on arrive à exprimer la sémantique de la boucle comme un plus petit point fixe. Alors il faut mettre de l'ordre, un ordre dans ce domaine, on appelle ça, en mettant bottom comme plus petit élément. Mais on arrive à exprimer la sémantique de la boucle comme un plus petit point fixe d'un opérateur, donc qui prend une dénotation et qui vous renvoie une dénotation. Et on arrive enfin aux étiquettes et au goto. Et là, il y a une idée qui apparaît, semi-indépendamment, mais à peu près en même temps, dans plusieurs travaux. Donc d'un côté, les travaux de Morris, de l'autre, Wadsworth et Strachey. Et cette idée, c'est qu'on va maintenant rendre explicite dans la sémantique la continuation. Donc la dénotation d'une commande, elle va prendre l'état mémoire initial, éventuellement un environnement, on va voir à quoi il sert, et une continuation. Et la continuation, c'est quoi? La continuation sémantique, c'est quoi? Ben, c'est une fonction qui prend l'état mémoire à la fin de l'exécution de la commande et qui finit l'exécution du programme, donc qui va jusqu'au bout. Oui, je me suis rendu compte que j'ai oublié des bottom ici, mais c'est pas grave. Donc on va supposer qu'on n'a pas de boucle dans ce langage. C'est pas très réaliste, pardon. Bon, donc là normalement, en gros, la forme donc d'une dénotation pour une commande, c'est un environnement qui va en fait associer des continuations aux étiquettes, un état mémoire initial, une continuation. Donc si le statement termine, alors il va passer l'état mémoire final à cette continuation, et c'est ça en fait qui va donner l'état mémoire final. Donc ici il devrait y avoir plus bottom et là plus bottom, je corrigerai dans les transparents mis en ligne, et là aussi. Bien, mais ce que je voulais vous montrer, c'est que... Alors oui, comment on utilise la continuation? Ben pour les commandes qui terminent normalement, c'est un peu comme avant, on calcule l'état mémoire après, et on applique la continuation à cet état mémoire. Par exemple, si c'est la commande triviale skip, eh bien, elle applique la continuation k à sigma, l'état mémoire courant. Si c'est une affectation, elle met à jour l'état mémoire en changeant la valeur de x, et elle invoque la continuation. Si c'est une séquence, là ça devient un tout petit peu plus intéressant. On va en fait demander à S1 de s'exécuter dans l'état mémoire initial sigma, et de nous rendre ensuite
son état mémoire final sigma prime, qu'on va pouvoir donner à la dénotation de S2 avec la continuation K comme continuation. Donc vous voyez, on a temporairement changé la continuation pour récupérer la main après le calcul de S1 et relancer le calcul de S2. Et puis, pour le if then else, c'est plutôt plus facile. Là aussi, on sélectionne soit la branche then, soit la branche else, et on lui passe la continuation du if then else comme continuation. Et maintenant, on peut enfin donner une sémantique au goTo et à la pose d'étiquette. Donc goTo de L, il va en fait ignorer la continuation courante, puisqu'il ne continue pas normalement. Il va en fait rechercher dans l'environnement ρ la continuation associée à l'étiquette L, et lui passer l'état mémoire courant. Et donc c'est ça qui va faire sauter. Et du coup, à quoi ressemble une définition d'étiquette? Donc là, j'ai fait un bloc un peu à la Algol, donc begin, une commande, une étiquette L, une commande S2, end. Donc l'idée, c'est que ça va être, on va évaluer, exécuter S1 suivi de S2, mais dans un environnement ρ' modifié, où on a associé une continuation à L, et la continuation qu'on associe à L, c'est la continuation qui se branche ici, d'accord? Donc qui va faire exécuter S2, et donc c'est la continuation qui prend un état mémoire courant et fait exécuter S2 dans l'environnement ρ', puisque S2 peut aussi faire des goTo vers L, et avec sigma prime et la continuation K. Ouf. Donc, alors les détails sont un peu compliqués, surtout là on a cette circularité, puisque avec des goTo on peut faire des boucles, hein, mais il y a vraiment cette idée que la valeur de L dans l'environnement, c'est la continuation qui va faire exécuter, qui va abandonner tout ce qu'on est en train de faire et qui va faire réexécuter S2. Bien. Alors, passons quelques mots sur les langages fonctionnels, alors sémantique dénotationnelle. Donc, rappelez-vous, on a vu au cours précédent qu'il est nécessaire de définir des stratégies de réduction pour exécuter les programmes dans un langage fonctionnel, sinon on n'est pas très sûr de quel programme termine ou pas, et combien d'étapes de calcul sont nécessaires. Et on avait vu donc les trois principales stratégies. L'appel par valeur, où on réduit toujours l'argument d'une fonction en une valeur avant de la passer à la fonction. L'appel par nom, où au contraire on n'évalue jamais l'argument avant de faire l'appel, on passe l'argument non évalué, il est substitué dans le corps de la fonction, il va être réévalué autant de fois que la fonction a besoin de sa valeur. Et puis l'appel par nécessité, l'évaluation paresseuse, donc qui est une optimisation de l'appel par nom, où on mémorise les évaluations. Donc on s'arrange pour que l'argument soit évalué la première fois où la fonction a besoin de sa valeur, et ensuite on réutilise la valeur. Bien. Donc aujourd'hui, on va parler uniquement d'appel par valeur et d'appel par nom. L'idée, c'est que l'appel par nécessité se comporte, au moins vis-à-vis de la terminaison, comme l'appel par nom. C'est une optimisation de l'appel par nom. En revanche, il y a vraiment quelque chose de différent entre appel par valeur et appel par nom. Certains programmes ne terminent pas en appel par valeur, alors qu'ils terminent en appel par nom. Bien. Alors il y a eu, après les premiers succès des sémantiques dénotationnelles pour des langages impératifs, évidemment, il y a eu des tentatives de faire des sémantiques dénotationnelles pour des langages fonctionnels, mais c'est un petit peu subtil. Alors, donc là, c'est vraiment une approche très naïve. On va dire, bon, j'ai un domaine des valeurs, mes termes de mon langage fonctionnel vont s'évaluer en des valeurs, qui peuvent être des nombres, des fonctions, des valeurs dans les valeurs, ou bien bottom pour la non-terminaison. Et du coup, la dénotation d'une expression, elle est paramétrée par un environnement qui donne des valeurs pour ces variables, comme pour les expressions arithmétiques. Et donc pour une variable, sa dénotation c'est ρ de x. Pour une fonction lambda x.e, sa dénotation ça va être une fonction mathématique, donc la fonction qui avait associe la dénotation de e dans un environnement où x est lié à l'argument v. Et puis la dénotation de l'application, ça va être l'application des dénotations. Alors pourquoi c'est naïf? Bon, d'abord parce que cet ensemble, au moins ce type, cette collection de valeurs n'est pas bien définie en théorie des ensembles, parce que par un argument de cardinalité, l'espace des fonctions de val-flèche-val est plus grand que l'ensemble val. Donc on a une circularité ici qui ne fait pas de sens en théorie des ensembles. Et puis on ne voit pas trop quelle stratégie est implémentée.
là-dedans. Quand on dit que la dénotation de l'application, c'est l'application des dénotations, d'accord, mais c'est quoi l'application des dénotations? Est-ce que ça peut diverger? Quand est-ce que ça diverge? Bon. Alors, on peut y arriver à préciser tout ça en utilisant donc des domaines de Scott pour régler ce problème de circularité. Donc, les domaines de Scott, ça donne en particulier une notion de fonction continue d'un ensemble dans un ensemble. Et comme il y en a beaucoup moins que les fonctions fonctions continues d'un domaine dans un domaine, et il y en a beaucoup moins que des fonctions d'un ensemble dans un ensemble, donc on peut en fait avoir un domaine qui est isomorphe ou qui contient l'espace res/res des fonctions continues de res dans res. Bon, donc ça, on arrive à régler ça, et puis on arrive à expliquer ce qui se passe au niveau de la sémantique de l'appel en faisant vraiment attention à comment on définit donc là l'espace des résultats par rapport à l'espace des valeurs. D'ailleurs, il y a une typo ici. Donc, je vais plutôt faire l'appel par valeur d'abord, parce que c'est plus clair. Donc, il faut distinguer les valeurs, qui sont des nombres ou des fonctions, des résultats, des dénotations de calcul, qui sont soit une valeur, soit bottom pour la non-terminaison, soit erreur. Et du coup, les fonctions, c'est des fonctions des valeurs dans les résultats, puisqu'une fonction peut diverger une fois qu'elle est appliquée. Bien, et donc là-dedans, on arrive à préciser ce qui se passe au niveau de l'application. Si la dénotation de E1 c'est une fonction, la dénotation de E2 c'est bien une valeur, alors on fait l'application. Mais si E1 a pour dénotation bottom ou E1 est une fonction et E2 a une dénotation bottom, alors c'est bottom. D'accord, l'appel par valeur, si l'argument diverge, on diverge tout de suite. Et en appel par nom, c'est un peu différent. On va passer non évaluer les arguments aux fonctions. Donc du coup, ici, l'argument, ça peut être un bottom, ça peut être une erreur. Donc les fonctions, c'est vraiment des fonctions de res dans res. Et voilà. Et donc on arrive à faire cette distinction subtile, mais ce n'est pas la manière la plus évidente. Et c'est là qu'arrive en fait l'idée de... Et pourquoi est-ce qu'on ne met pas des continuations aussi, pour nous aider à comprendre dans quel ordre on évalue les choses. Alors l'idée... on pourrait se dire, bon, partons d'une sémantique dénotationnelle, ajoutons des continuations sémantiques, comme on l'a fait pour le goto dans le langage impératif. Mais c'est là aussi qu'on se rend compte que le langage fonctionnel, il est suffisamment expressif pour exprimer ses propres continuations, sous forme de fonctions du langage. Pas de fonctions sémantiques, pas de fonctions dans les domaines de Scott, juste des fonctions du langage. Et du coup, on va pouvoir prendre beaucoup de recul par rapport à ce modèle notationnel et raisonner essentiellement, syntaxiquement, par des transformations de programmes. Et donc, on peut matérialiser les continuations par une transformation donc, qui part du langage fonctionnel tout entier et va vers un fragment du langage, alors fragment appelé CPS, vous allez voir pourquoi. Et donc, c'est quoi l'idée de cette transformation de programme? C'est que la transformer d'une expression E, ça va devenir une fonction. C'est une fonction qui prend en argument la continuation. Donc l'appelant lui donne la continuation, sa continuation. Et le contrat de la fonction, ça va être de réduire l'expression E en une valeur V, donc faire le calcul, suivant une stratégie donnée, et finir en transmettant cette valeur V, en passant cette valeur V à la continuation K. Et donc, c'est des fonctions qui, d'une certaine manière, ne terminent jamais en renvoyant une valeur, enfin, elles terminent toujours en passant le résultat à la continuation. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le style à passage de continuation, Continuation Passing Style, en anglais, CPS. Et donc, regardons tout de suite la transformation CPS, alors, déjà pour l'appel par valeur. Donc, la transformée d'une constante, donc, toutes les transformées commencent par lambda k, puisqu'il faut prendre la continuation en argument. Donc, pour une constante, on prend la continuation, on l'applique immédiatement à la constante, puisque la constante, c'est une valeur, c'est déjà évalué, il n'y a rien de plus à calculer. Et si on a une variable, rappelez-vous, on est en appel par valeur, donc les variables sont liées à des valeurs, tout est déjà évalué, même chose, on passe directement la valeur de x à k. Si on a une lambda abstraction c'est déjà évalué aussi, donc on va la passer tout de suite à k, mais on transforme le corps de la fonction. Et donc du coup, il va y avoir un lambda k qui va apparaître, et donc la fonction qui avant était un argument, lambda x, va devenir lambda x, lambda k, elle prend son argument, et la continuation où il faut qu'elle envoie son résultat. Et puis, l'application de fonction,
E1 appliqué à E2. Donc là, ben, on va, d'une certaine manière, on va évaluer E1 donc en appelant V de E1 et en lui donnant une continuation lambda V1 qui récupère la valeur de E1. Donc ça, V1, c'est la valeur de la fonction. Et puis, on est en appel par valeur, donc il faut bien évaluer E2 aussi. Donc on va appeler V de E2 en lui donnant comme continuation lambda V2, quelque chose qui récupère la valeur de V2. Et là, on peut enfin faire l'application de V1 à V2, et avec comme continuation K. Puisque K, qui est la continuation de l'application, ça va être aussi la continuation qu'on donne à la fonction pour qu'elle produise son résultat. Voilà. Et donc, vous voyez, on a expliqué très clairement la séquence pour un appel E1, E2, que d'abord, il faut évaluer la partie fonction en une valeur de fonction, ensuite évaluer la partie argument en une valeur d'argument, et enfin, faire l'appel. En appel par nom, c'est différent. Rappelez-vous, on n'évalue pas les arguments, on les passe suspendus aux fonctions. Donc pour l'application, il suffit d'évaluer la partie fonction, E1, en une valeur fonctionnelle V1, et cette valeur fonctionnelle V1, on l'applique à la transformée de E2. Donc la transformée de E2, c'est un truc qui commence par lambda k point, donc c'est un calcul suspendu qui va évaluer E2 plus tard, quand on lui passera une continuation, mais pour le moment, on n'a rien évalué. Et du coup, ben, ça change la sémantique, la transformation des variables. Les variables, maintenant, elles sont liées à des calculs et non plus à des valeurs. Donc à chaque fois qu'on a une occurrence d'une variable, il faut lui demander de s'évaluer. Et donc, pour ce faire, on l'applique à la continuation courante, lambda k. Et elle va produire son résultat et le passer à k. Donc vous voyez la différence, en appel par valeur, c'est k de x, puisque x est déjà évalué, et en appel par nom, c'est x de k, parce que x a besoin de s'évaluer. Bon, ça tient un peu de choses, mais je pense que ça illustre assez bien ce qui se passe, et le niveau de précision, le niveau de détail auquel on arrive quand on fait cette transformation CPS. Alors vraiment, on ne laisse aucune place à l'ambiguïté sur dans quel ordre les calculs sont faits. Alors, oui, donc, je voudrais vous montrer des exemples, mais si je vous les montre en appliquant exactement les équations que je viens de donner, c'est pas beau, parce que ça produit des termes très verbeux. Par exemple, si vous avez juste l'application d'une variable à une variable, avec la transformation en appel par valeur, ça vous fait apparaître des continuations peu utiles, qui sont immédiatement appliquées, par exemple, alors que finalement c'est juste lambda k, f de x et de k que vous vouliez écrire. Et donc ce bruit, alors on appelle ça des redex administratifs, et ils peuvent être évités en effectuant ce qu'on appelle les réductions administratives. Donc administratif, c'est pas gentil pour l'administration, c'est par opposition à effectif. Donc il y a les redex qui calculent vraiment, ceux qui sont des applications de fonctions non triviales par exemple, et puis ceux-là qui sont juste du bruit introduit pendant la transformation. Donc, en particulier, quand on a une continuation triviale appliquée à... quand on a un calcul de la forme lambda k kv appliqué à une continuation qu'on connaît, on peut réduire immédiatement. Bien, donc ça c'était la petite parenthèse, donc on arrive à ce type de transformation. Alors le premier exemple, c'est f appliqué à g de x, donc c'est un appel de fonction emboîté, en appel par valeur. On voit qu'il faut commencer par calculer g de x, n'est-ce pas? F est déjà évalué, f c'est une variable, on est en appel par valeur, donc c'est déjà évalué. En revanche, g de x, ça ne l'est pas, donc il faut demander à g de s'évaluer. Donc on lui passe l'argument x et une continuation qui récupère la valeur résultat de g de x, et qu'on va passer comme premier argument à f, le deuxième argument étant la continuation de l'appel f. Donc vous voyez, on voit très clairement que f de g de x, il faut commencer par évaluer g de x, récupérer la valeur et la passer à f. Si on était en appel par nom, ce ne serait pas dans cet ordre-là, puisque g de x, l'appel est passé non évalué à f, donc on commence tout de suite par appeler f, avec... ah oui, et par ailleurs, f n'est pas forcément évalué, d'accord, c'est un calcul suspendu comme un autre. Donc on commence par demander à f de s'évaluer en une valeur fonctionnelle v, que l'on applique à la continuation courante k et à ceci, qui est la transformation de g de x, la suspension du calcul de g de x.
C'est un calcul qui prend K', qui demande à G de bien vouloir s'évaluer en une valeur de fonction V', et qui lui passe X, toujours non évalué, et K' pour faire son calcul. Bon. Et pour finir, peut-être un exemple, l'exemple le plus intuitif du lot. Alors, c'est une fonction récursive. Donc je me mets dans un langage un petit peu plus riche, où on a des déclarations de fonctions récursives, comme en Camel. Et donc voilà, c'est la fonction récursive factorielle. Donc lambda n, si n est égal à 0, n1, else n fois l'appel récursif de factoriel n-1. En style à passage de continuation, ça devient une fonction à deux arguments, n, et k, la continuation, où il va falloir envoyer factoriel de n. Dans le cas de base, n égale 0, ben, on sait que factoriel de n c'est 1, il n'y a plus rien à faire, on applique k à 1. Et dans le cas récursif, on sait qu'il va falloir récurser sur n-1 avec une continuation qui va récupérer la valeur de factoriel n-1, la multiplier par n pour obtenir factoriel de n et la passer à la continuation k. Bon, voilà. Alors, quelques résultats un peu formels sur cette stratégie, sur cette transformation CPS. Donc la semaine dernière, on n'a pas vraiment expliqué comment on spécifie les stratégies de réduction du lambda calcul. On a dit il y a des réductions, mais on ne peut pas les faire n'importe où. Bon, donc précisons un tout petit peu ça. L'idée, c'est qu'on va avoir des règles de réduction, typiquement la bêta-réduction pour les appels de fonctions, on va appeler ça des réductions en tête. Et au lieu de dire qu'elles peuvent s'appliquer n'importe où dans le programme, on va dire qu'elles ne peuvent s'appliquer que dans un certain contexte de réduction. Donc un contexte, c'est un terme, c'est un bout de programme avec un trou. Et donc si vous avez votre programme décomposé en un contexte avec un terme E qui peut se réduire en tête, par exemple une application de fonction, alors vous allez réduire E en E', le corps de la fonction typiquement, après substitution, et remettre ça dans le contexte C. Voilà. Donc c'est ce que cette règle un peu générique explique. Et maintenant, tout est dans la définition des contextes et des règles en tête. Par exemple, dans le lambda calcul dit faible, on s'interdit de réduire sous un lambda. On peut réduire n'importe où, mais pas dans le corps d'une fonction. Donc il faut attendre que la fonction soit appliquée avant de réduire dedans. Et ça s'exprime en disant il y a une règle de réduction en tête qui est la bêta-réduction non restreinte classique, mais le contexte, c'est soit le trou, soit un contexte soit à gauche d'une application, donc un contexte appliqué à un terme normal, soit à droite d'une application, donc un terme normal appliqué à un contexte, mais ce n'est pas lambda x point un contexte. Le trou dans lequel on réduit ne peut pas être dans une fonction. Donc vous voyez comment une petite grammaire comme ça, de quelques symboles, arrive à capturer quelque chose d'un petit peu subtil. Et alors pour l'appel par nom, on est encore plus restrictif sur les contextes. On s'interdit de réduire dans la partie argument d'une application. Donc le seul endroit où on peut réduire, c'est forcément soit en tête, soit à gauche d'une application, dans la partie fonction. Et une fois qu'on a fait apparaître une lambda abstraction dans cette partie fonction, on a une bêta-réduction qui peut se produire et qui va faire apparaître de nouveaux redex. Mais on n'a pas jamais réduit prématurément dans l'argument. L'appel par valeur, c'est l'inverse. Donc il faut maintenant forcer l'argument à être évalué avant de faire la bêta-réduction. Donc d'abord, on restreint la bêta-réduction. On peut bêta-réduire que si l'argument est déjà une valeur, c'est-à-dire une constante ou une abstraction. Et maintenant, donc on peut réduire à gauche d'une application, on peut aussi réduire à droite, à condition qu'à gauche ce soit déjà une valeur, qu'on ait déjà identifié une fonction. Et ça force un ordre d'évaluation de gauche à droite. Donc voilà rapidement l'idée des contextes d'évaluation et des réductions sous contexte. Et maintenant, donc, on peut énoncer et démontrer les principaux résultats sur la transformation CPS. Donc tout ça a été publié pour la première fois dans un article retentissant de Gordon Plotkin, appelé Call by Name, Call by Value on the Lambda Calculus, 1975, donc qui d'abord définit ces transformations CPS dont on vient de parler, avec comme but d'expliciter clairement ce que c'est que l'appel par valeur, et aussi l'appel par nom. C'était surtout l'appel par valeur que les gens ne savaient pas vraiment qualifier ou caractériser à l'époque. Donc dans cet article, il donne les transformations et il montre un certain nombre de résultats de préservation sémantique. Donc en voilà un.
Alors, oui, déjà, rappelons-nous que exécuter un programme E après transformation CPS, la transformation CPS, elle vous renvoie une fonction, lambda k, donc il n'y a rien qui calcule. L'idée, c'est que pour forcer le calcul, vous l'appliquez à la continuation initiale, lambda x.x, et donc ça, c'est demander à l'expression E de vous donner enfin sa valeur. D'accord. Et donc, on peut montrer que si E se réduit en une constante en appel par valeur, alors sa transformée CPS appliquée à la continuation initiale va se réduire en la même constante, que ce soit en appel par nom ou en appel par valeur. Et si E diverge, alors sa transformée CPS va aussi diverger. Donc on a bien préservé la sémantique de l'appel par valeur ou de l'appel par nom, sachant que ces réductions-là, elles peuvent se faire dans n'importe quel ordre, donc dans le lambda calcul faible. Alors la démonstration de Plotkin est compliquée, donc je vais juste vous donner l'intuition, on ne va pas essayer de la faire. Alors c'est un diagramme de simulation, donc par exemple on voit au niveau du source, si on a une réduction par valeur de A vers B, qu'est-ce qui se passe sur les transformations CPS de A appliquée à la continuation K et de B appliquée à la continuation K? Alors en général, il n'y a pas de réduction de l'un vers l'autre, mais parce qu'on est bloqué à cause de ces fichus regex administratifs. Mais si on réduit habilement des regex administratifs pour obtenir cette forme que Plotkin appelle la colonne translation, A2.K, colonne c'est 2 points. Donc si on va jusqu'à A2.K, alors on peut, en faisant des réductions faibles dans n'importe quel ordre, puis encore quelques réductions administratives, obtenir la colonne translation de B. Et en collant des diagrammes comme ça, les uns derrière les autres, on arrive à montrer le théorème de préservation sémantique. Bien. Mais je voulais surtout attirer votre attention sur la forme des termes produits par la transformation CPS. Ils ont en fait une forme très particulière, ce n'est pas du tout n'importe quel terme d'un langage fonctionnel. Donc on peut les décrire par une grammaire des atomes et une grammaire des corps de fonctions. Donc un atome, c'est une variable, une constante, une fonction à un argument, typiquement c'est une continuation, ou une fonction à 2 arguments, lambda x, lambda k, ça c'est une vraie fonction qui prend un argument et sa continuation. Et les corps de ces fonctions, B, c'est soit un atome, soit une application, d'une continuation à un argument, soit une application d'une fonction à un argument et une continuation. Et donc, par exemple, la transformée CPS de E, d'une expression, c'est un atome, et quand vous l'appliquez à une continuation, par exemple la continuation triviale identité, ça devient un corps. Et oui, donc c'est des fonctions très particulières, en particulier parce que les applications de fonctions sont toujours en position terminale, d'accord, dans la fonction. Et du coup, ça permet de montrer très simplement le résultat que Plotkin appelle l'indifférence. C'est le théorème d'indifférence, indifférence à l'ordre d'évaluation des programmes après transformation CPS. Et donc un programme en forme CPS, qui rentre dans cette grammaire, s'évalue de la même manière, en appel par nom, en appel par valeur, ou dans toute stratégie faible, en fait, parce que les seules réductions possibles, donc si on regarde un corps B sans variable libre, donc c'est forcément soit une bêta-réduction en appel par valeur, comme ça, soit 2 bêta-réductions successives. Et donc il n'y a jamais d'ambiguïté, elles se font toujours en tête, il n'y a jamais d'ambiguïté, savoir en particulier est-ce qu'il faut réduire d'abord dans la partie fonction ou d'abord dans la partie argument. Voilà, et c'est donc comme ça, en ce sens, que la transformation CPS a explicité l'ordre d'évaluation. Une fois qu'on a fait la transformation CPS, il n'y a plus de choix sur l'ordre, ils sont tous, il n'y en a plus qu'un. Bon. Bien, donc ça c'était le CPS, le style à passage de continuation, comme outil sémantique pour décrire, expliciter les ordres d'évaluation. Maintenant, on va voir que c'est aussi un outil très pratique pour programmer, quand on est programmeur dans un langage, quand on programme dans un langage fonctionnel. Et l'idée, c'est qu'on peut tout à fait vouloir trouver l'utilité d'appliquer la transformation CPS à la main sur certaines parties du programme. Du coup, dans ces parties du programme, on va pouvoir passer explicitement la continuation de l'appel à une fonction de bibliothèque. Et elle va pouvoir s'en servir pour implémenter des structures de contrôle avancées, du style de celles qu'on a vues au deuxième cours, comme des itérateurs, des coroutines, des threads coopératifs, etc.
Alors voyons quelques exemples de tout ça. Donc rappelez-vous, il y avait les itérateurs internes et les itérateurs externes. Donc un itérateur interne, c'est ce qu'on écrit assez naturellement en OCaml, c'est une fonction d'ordre supérieur qui prend une structure de données, ici c'est un arbre binaire avec des valeurs aux nœuds, un arbre binaire, et une fonction à appliquer à chaque valeur contenue dans l'arbre. Et donc c'est une récursion sur T, et puis dans le cas node, on itère à gauche, on applique f sur la valeur x, on itère à droite. Et donc ça y est, on a notre parcours en ordre infixe. Alors, on va partiellement transformer ça en CPS. Alors partiellement parce que la fonction f, je vais la laisser en style direct, alpha flash unit. En revanche, triiter va devenir en style à passage de continuation, ça veut dire qu'il va prendre un argument de plus qui est la continuation, qu'il doit appeler quand il a terminé. Et par exemple, dans le cas feuille, il n'y a rien à faire, donc il applique la continuation à unit, qui est la valeur qu'il aurait renvoyée normalement. Et dans le cas node, il va s'appeler récursivement sur le sous-arbre gauche, en donnant comme continuation quelque chose qui va appeler f sur x, et s'appeler récursivement sur le sous-arbre droit, avec la continuation k initiale. Alors vous pouvez me demander, mais quel est l'intérêt? Pourquoi est-ce qu'on a pris la peine de faire ça? Alors il y a un avantage possible, mais qui n'est pas essentiel, mais qui est que ce programme, partiellement transformé en CPS, va s'exécuter en espace de pile constant. Alors que celui-là, parce qu'il récurse le long de l'arbre directement, il a besoin d'une pile d'appel qui peut être aussi profonde que la plus profonde branche de l'arbre. Et donc, alors pourquoi c'est important? Donc ici, tous les appels sont terminaux, intriitaires, donc forcément, il n'y a pas besoin d'espace de pile. En revanche, on construit des fermetures, donc il va y avoir plus d'espace dans le tas mémoire qui va être consommé. Donc c'est un moyen pour en fait économiser de l'espace en pile et utiliser de l'espace en tas à la place. Et pourquoi c'est avantageux? Parce que certaines implémentations de langage fonctionnel, OCaml version 4 par exemple, ont des restrictions assez fortes sur la taille de la pile d'appel, qui sont hérités du système d'exploitation, et du coup, parfois, dans des récursions profondes, ça pète, alors qu'en style CPS, ça pète pas. Bon. Je trouve que ce n'est pas un très bon argument en faveur du CPS, parce que, par exemple, en OCaml 5, on a réussi à faire sauter ces limitations sur la taille de la pile, et puis, consommer de la pile ou consommer du tas, dans les deux cas, c'est consommer de la mémoire. Il ne faut pas non plus avoir honte de consommer de l'espace de pile. Bon, mais ça n'est pas le seul intérêt de faire cette transformation CPS. Un autre intérêt, c'est que maintenant, on va pouvoir, alors avec une transformation CPS légèrement plus riche, on va pouvoir en fait construire un itérateur externe. Un itérateur externe, c'est quelque chose qui vous renvoie le premier élément et un moyen pour obtenir l'élément suivant. D'accord? Et donc, ce n'est pas l'itérateur qui appelle votre code utilisateur, c'est votre code utilisateur qui appelle l'itérateur, pour avoir le prochain élément. Donc, il y a inversion du contrôle, et donc ça, on peut le faire avec, par exemple, ce type concret, qui décrit une énumération de valeurs à la demande. Donc, une énumération de valeurs de type alpha, c'est soit done, s'il n'y a plus de valeur, soit more, avec une valeur de type alpha, et une fonction, une suspension, qui, lorsqu'on l'appelle, va renvoyer une énumération pour les éléments suivants. Alors il y a quelque chose de très proche de ça dans la bibliothèque standard d'OCaml, c'est le module sec, comme séquence. Et si vous allez voir, vous verrez qu'il y a plein d'opérations et de manières de combiner ces séquences. C'est tout à fait intéressant. Et maintenant, si on veut produire une telle énumération pour un arbre, eh bien, c'est essentiellement la version CPS de l'itérateur interne qui va nous le produire. Alors maintenant, la continuation, c'est plus unit flash unit, c'est unit flash alpha enum, puisqu'il faut à la fin produire des énumérations. Et donc, dans le cas feuille, il n'y a rien de plus à produire, donc on demande à K de produire le reste de l'énumération. Dans le cas d'un nœud, il y a plein de choses à produire. D'abord, il y a à produire les éléments de l'arbre gauche, et avec comme continuation quelque chose qui va produire l'élément X, et avec comme
continuation de l'énumération, quelque chose qui va produire les éléments de l'arbre droit, du sous-arbre droit. Et finalement, donc l'itérateur, qui prend un arbre et vous rend l'énumération de ces éléments, c'est ce tri-itère appliqué à la continuation triviale, fun, unit, flash, done, puisque ça marque la fin de l'énumération. Voilà, et avec ça, donc, on peut faire, rappelez-vous du problème de same fringe, donc vous avez deux arbres binaires, équilibrés différemment a priori, mais vous voulez voir s'ils contiennent ou non les mêmes éléments quand on les parcourt en ordre infixe. Eh bien, en fait, on peut généraliser ça en un same enums, étant donné deux énumérations E1 et E2 de valeur alpha. Eh bien, si elles sont toutes les deux finies, oui, c'est la même énumération. Si elles sont toutes les deux pas finies, on vérifie donc que les premiers éléments sont les mêmes et on appelle les continuations K1, K2 pour engendrer la suite de l'énumération et des énumérations et voir si elles sont égales. Et dans le cas où l'une est finie mais pas l'autre, ben, elles sont différentes, évidemment. Et du coup, le same fringe entre deux arbres, c'est le same enums entre les énumérations des deux arbres. Voilà. Et on peut même transformer ça en générateur avec état, donc comme les générateurs de Python, avec le yield, où là, quand on appelle un générateur avec next, on reçoit une valeur, on ne reçoit pas une paire d'une valeur et d'un générateur. On reçoit une valeur et c'est le générateur lui-même qui, dans son état interne, passe à l'élément suivant de l'itération. Et ça peut se faire très facilement maintenant en mettant un petit peu d'état mutable interne. Donc dans notre générateur à la Python, qui maintenant va renvoyer une fonction de type unit flash alpha, il va y avoir une référence initialisée donc à une fonction, à une continuation qui, la première fois, va démarrer l'itération dans l'arbre T. Et donc à chaque fois qu'on appelle cette fonction, elle regarde son état courant, elle l'applique pour lui faire produire une valeur, un élément de l'énumération. S'il n'y en a plus, on lève une exception, comme en Python, stop iteration, je crois que ça s'appelle. Et s'il y en a encore, mort x et de k, on se souvient de k, dans current, pour la prochaine appel, et on renvoie x. Donc là, vous avez votre générateur à la Python, et vous voyez que c'est une combinaison d'un état local enfin, c'est un état local sur une continuation, en fait. Bien. Alors, pour aller un peu plus loin, on va faire maintenant des threads coopératifs. Donc, c'est plusieurs fils de calcul, qui peuvent se rendre la main de temps en temps en appelant une fonction yield, et à ce moment-là, il y a un ordonnanceur, un scheduler, qui va dire je repasse la main à un autre thread, ou bien au même d'ailleurs. Et donc ça va permettre d'entrelacer des calculs entre les différents threads. Alors l'interface naturelle, si on est en style direct, donc style direct c'est par opposition en style passage de continuation, donc si on était en style direct, par exemple on utilise des threads du système, on aurait donc trois fonctions, spawn, qui démarre un nouveau thread, donc qui est représenté par une fonction unit flash unit, yield, qui suspend le thread courant et passe la main à l'ordonnanceur qui va pouvoir passer la main à un autre thread, et terminate, qui arrête définitivement le thread courant, donc il ne va jamais être redémarré. Donc en fait, terminate ne renvoie pas de valeur, ne revient jamais. Bien, et maintenant, on peut faire ça en CPS. Il y a juste un endroit où il va falloir passer une continuation explicite à ces fonctions de bibliothèque, qui est yield. Donc yield, il va falloir lui donner la continuation, donc les choses qu'il faut faire dans le thread courant après avoir fait yield, sous forme donc d'une fonction unit flash unit. Alors c'est un peu bizarre parce que toutes les fonctions ont le type unit flash unit, mais voilà. Donc ça c'est plutôt une fonction qui démarre un nouveau calcul, et ça c'est une fonction, ça c'est une continuation, au moment où on se suspend. Et alors la définition est vraiment triviale, ça tient sur un transparent. Donc on maintient une file d'attente de threads, de continuation, prête à s'exécuter. Donc c'est des fonctions de type unit flash unit. Je vais lire le code dans le sens inverse. Démarrer un thread, c'est juste l'ajouter dans la file, comme étant prêt à s'exécuter. Rendre la main, c'est ajouter dans la file la continuation. La continuation est prête à s'exécuter.
et puis scheduler, ordonnancer un autre thread, si possible. Et ça, c'est la même chose que terminate. Donc terminate, il dit, bon, j'en ai fini avec le thread courant, mais maintenant, regardons ce qu'il y a dans la file. Est-ce qu'il y a un thread qui est prêt à s'exécuter? Sinon, ça veut dire que le programme est complètement fini. Le dernier thread a fait terminate, donc on arrête tout. Et si oui, eh bien, on relance cette continuation. Et, alors au début, il n'y a qu'un seul thread, donc évidemment, quand il fait yield, on va le relancer lui-même. Et dès qu'on a fait spawn, on va en fait faire un ordonnancement round robin, qui va faire le tour entre les différents threads. Et ça marche. Alors voilà un exemple très bête, avec 3 threads qui affichent les nombres de 1 à count. Et alors, il faut que j'écrive la boucle dans un style à passage de continuation. D'accord, je ne peux pas juste faire une boucle for, puisqu'il faut que je passe à yield la continuation explicite. Ben, ce n'est pas compliqué, hein, la continuation, c'est une fonction récursive et qui s'appelle sur n+1. Donc c'est une transformation CPS très partielle que j'ai faite ici. Et vous voyez donc yield après chaque affichage, et puis quand on atteint le compte, on termine. Et là, on spawn, on lance 2 threads, un qui compte de 1 à 5 en affichant A, l'autre de 1 à 3 en affichant B, et puis nous-mêmes, on va afficher de 1 à 6 en comptant C, et ça va faire un entrelacement des affichages. Donc celui-là, par exemple. Voilà. Alors, une autre utilisation du style CPS, donc les continuations du style à passage de continuation, pardon, ou du CPS. Les continuations, une continuation c'est bien, mais 2 continuations c'est mieux. Il y a des cas où c'est utile d'avoir 2 continuations, typiquement l'une qui va être appelée en cas de succès et l'autre en cas d'échec. Et ça permet notamment de faire du retour en arrière, du backtracking, très simplement, et parfois plus efficace que si on utilise des exceptions ou des choses comme ça. Et puis ça permet aussi de le faire dans des langages qui n'ont pas d'exception, comme Haskell par exemple. Alors un exemple, c'est un exemple classique des combinateurs de parsing, combinateurs d'analyse syntaxique. Donc là on va juste faire des expressions régulières, donc voilà, des expressions régulières. Donc c'est quoi une expression régulière? C'est quelque chose où vous lui donnez un texte sous forme d'une liste de caractères, et vous lui donnez et elle va dire oui, je reconnais le début de ce texte, ou bien non, je ne le reconnais pas. Et donc dans le premier cas, elle va appeler sa continuation de succès avec le reste du texte, comme la partie qu'elle n'a pas reconnue, c'est ça qui va permettre de chaîner les expressions. Et si elle ne reconnaît pas, elle va appeler la continuation d'échec. Et donc par exemple, si vous voulez savoir si une chaîne de caractères, donc une liste de caractères, est reconnue tout entière par une regexp, donc il ne reste pas de caractère à la fin, eh bien vous appelez la regexp avec la liste, la continuation de succès qui vérifie que la liste est vide, que tous les caractères ont été consommés, et la continuation d'échec qui dit non, false. D'accord ? Et ça vous renvoie un booléen. Excusez-moi. Alors, comment on définit ces fameuses expressions régulières? En voilà quelques-unes. Donc, par exemple, epsilon, c'est l'expression régulière qui reconnaît le mot vide. C'est facile, elle échoue jamais, et elle ne consomme aucun caractère. Donc elle se contente d'appeler sa continuation de succès K1 avec le texte courant L. En revanche, la regexp qui reconnaît un caractère en tête du texte, le caractère C, vérifie que L, et le texte est de la forme C cons L', et si oui, il appelle la continuation de succès avec L', parce que le premier caractère C a été reconnu, et sinon il appelle la continuation d'échec. Après, on a l'alternative et la séquence. L'alternative, c'est, on appelle R1 avec une continuation d'échec qui dit, si ça a échoué, appelle R2. En revanche, si R1 a réussi, elle a passé la main à K1, et c'est bon, on n'a pas besoin de tester K2. Et la continuation, la séquence, donc là c'est la continuation de succès qu'on change, donc on appelle R1 avec une continuation de succès qui dit, bon, si tu y es arrivé, maintenant on va reconnaître
R2 dans le reste, L'. Mais si tu n'as pas reconnu R1, on échoue tout de suite. Et avec ça, on arrive à définir les opérateurs habituels, par exemple l'étoile de Kleene, la R étoile, et donc 0, une ou plusieurs occurrences d'une règle R, et le plus, R+, une ou plusieurs occurrences de R, presque de la manière mathématique. Donc R étoile, c'est soit R+, soit vide, et R+, c'est R suivi de R étoile. D'accord ? Et en fait, ça marche, il faut juste, parce que Camel est un langage en appel par valeur, il faut juste faire ce qu'on appelle une état-expansion, donc retarder un petit peu l'évaluation de star et de alt en reprenant des paramètres L, K1, K0 explicites, parce que sinon ça boucle tout de suite. Bon, voilà. Ok, donc un exemple avec deux continuations, une de succès, une d'échec. Et maintenant, pour finir, ça va être un exemple où on a plutôt qu'une continuation, mais on l'appelle plusieurs fois. Donc c'est une autre manière de faire du backtracking, d'une certaine manière. C'est plutôt l'idée qu'on a des fonctions qui ont plusieurs résultats. D'accord ? Et donc, qui vont donner plusieurs résultats possibles à leur continuation. Et puis, qui vont essayer de combiner les valeurs envoyées par la continuation. Par exemple, ici, je veux faire du comptage, donc compter le nombre d'objets ou le nombre de solutions à un problème. Donc toutes mes continuations vont renvoyer un entier, par exemple 1 en cas de succès et 0 en cas d'échec. Et mes générateurs, par exemple, essayer avec les deux valeurs possibles d'un booléen, d'accord, c'est appeler la continuation avec false, c'est appeler la continuation avec true, et c'est combiner les résultats, par exemple en faisant la somme. Produire un entier entre low et high, c'est appeler la continuation sur low, low plus 1, low plus 2, high moins 1, high, et puis faire la somme de tous ces résultats. Alors là, on a un exemple un petit peu plus costaud, mais que j'aime bien, c'est énumérer des arbres AVL de hauteur h. Alors, si la hauteur est strictement négative, il n'y en a aucun, donc c'est 0. Si la hauteur c'est 0, il n'y en a qu'un, c'est l'if, donc on passe une feuille à la continuation. Et sinon, eh bien, il y a en fait trois possibilités. On peut avoir un sous-arbre de hauteur h-1 et l'autre de hauteur h-1, ou un sous-arbre de hauteur h-2 et l'autre de hauteur h-1, ou un sous-arbre de h-1 et l'autre de h-2. Le critère AVL vous empêche d'être plus déséquilibré que ça, d'accord ? Et à chaque fois, AVL tree 2, évidemment, va appeler récursivement AVL tree avec la hauteur pour l'arbre gauche, la hauteur pour l'arbre droit, et combiner ceci en un arbre, avec une valeur triviale, au sommet, et appeler la continuation K. Et alors, à quoi ça sert ça ? Par exemple, à faire des comptages. Donc, comme je disais, la continuation renvoie un entier. En fait, cet entier, c'est une mesure. C'est une mesure de à quel point la possibilité contribue à la somme finale. Par exemple, si vous voulez juste compter le nombre d'objets, vous allez utiliser la mesure qui vaut toujours 1. Et donc, je vous informe que AVL tree, les arbres AVL de hauteur 4 sont au nombre de 315. Mais la mesure, ça peut aussi être quelque chose qui filtre les possibilités et qui en élimine certaines en leur donnant la valeur 0 et garde seulement d'autres en leur donnant la valeur 1. Exemple, vous lancez 3D à 6 faces et combien de lancers possibles vont donner un résultat supérieur ou égal à 16 ? Eh bien, c'est pas difficile. Donc là, on a un générateur 3D6 qui génère des triplets d'entiers entre 1 et 6. Tous les triplets d'entiers entre 1 et 6. Et là, on a une mesure qui dit 1 si la somme des entiers est supérieure ou égale à 16 et 0 sinon. La réponse est 10. Voilà. Donc, c'était quelques exemples de programmation avec, en style passage de continuation, où c'est le programmeur, d'une certaine manière, qui choisit d'appliquer manuellement la transformation CPS à certains endroits. Et maintenant, donc, dans la dernière partie du cours, on va parler des opérateurs de contrôle. Et donc, les opérateurs de contrôle, c'est des constructions qu'on trouve dans certains langages fonctionnels, et qui vont permettre à une expression de réifier sa continuation. Donc au lieu d'avoir à lui passer explicitement la continuation comme un paramètre K, l'expression va pouvoir dire au langage, au runtime system, donne-moi ma continuation,
sous forme d'une valeur de première classe que l'expression va pouvoir stocker ou garder et réutiliser plus tard, et donc relancer plus tard sa propre continuation. Et alors à quoi ça sert? Ben, ça permet de programmer ces structures de contrôle, comme on le fait en CPS, mais en gardant le programme écrit en style direct. Il n'y a même pas besoin de transformer le programme, comme on l'avait fait par exemple pour les appelants de yield, avec les threads coopératifs, d'accord. Il n'y a pas besoin de les transformer pour les mettre en forme CPS. Alors, c'est une idée qui a, là aussi, une longue histoire, et une longue histoire qui remonte un peu aussi à la question de quelle est la sémantique du goto non local dans Algol 60. Mais donc ça, c'est les travaux de Peter Landin, un scientifique britannique, vraiment précurseur dans le domaine des langages de programmation fonctionnelle. Et donc, au milieu des années 60, il a développé un langage qu'il appelle IceWim, qui est en fait un précurseur de Scheme et de ML. Donc c'est un lambda calcul étendu avec des constantes et tout, en appel par valeur. Et alors comment il spécifie sa sémantique et comment il spécifie l'appel par valeur, notamment de manière opérationnelle, avec un modèle d'exécution qui est une machine abstraite, donc la fameuse SECD, du nom de ses 4 composantes, Stack, Environment, Code et Dump. Donc ça, c'est une approche qui a été beaucoup utilisée par la suite, donc ces machines abstraites fonctionnelles, pour à la fois donner de la sémantique au langage fonctionnel et aller vers une implémentation effective. Mais donc Landin était le pionnier. Et en particulier, donc oui, il a bien compris qu'il y avait un problème dans Lisp, sur la manière dont Lisp était implémenté au niveau des liaisons de variables. C'est un mécanisme dit de liaison dynamique qui n'est pas conforme au lambda calcul. Et donc, IceWim, en fait, c'est dans IceWim que Landin a introduit la notion de fermeture de fonction comme implémentation correcte des liaisons statiques de variables. La notion de fermeture qui maintenant se retrouve dans beaucoup de langages. Donc, et donc tout ça en particulier, ça a donné lieu à ce célèbre article, The Next 700 Programming Languages, en 1966, qui commence assez drôlement en disant, bon, en 1966, il y a à peu près, on dit qu'il y a 700 langages de programmation différents. C'est beaucoup, hein, on avait commencé qu'à la fin des années 50. Il y a 700 langages de programmation différents, mais ils sont tous pareils. C'est tous des langages impératifs et ils sont tous pas bons. Et donc moi je vais vous proposer quelques idées, donc la programmation fonctionnelle pure, en appel par valeur, qui peut-être seront la base des 700 langages suivants. Voilà. Mais s'il a fait IceWim, c'est pas juste aussi parce qu'il croyait en la programmation fonctionnelle, c'est parce qu'il voulait aussi s'en servir pour expliquer Algol 60. Expliquer Algol 60 par traduction systématique des programmes Algol 60 vers IceWim. Donc il y a encore une autre manière de donner la sémantique d'un langage, pourquoi pas. Alors bien sûr, dans Algol, il y a de l'état mutable, on peut affecter les variables, on peut modifier des tableaux. Donc Landin a dit qu'à cela ne tienne, je vais ajouter à IceWim de l'état mutable, essentiellement sous la forme des références qu'on a aujourd'hui dans Camel ou dans les autres langages de la famille ML. Et puis dans Algol, il y a goto non local. Et là, Landin a dit, qu'à cela ne tienne, je vais ajouter quelque chose à mon IceWim que je vais appeler J comme jump. Et donc l'idée de J, donc J c'est un peu une généralisation du return dans un langage classique comme Java ou C. Donc vous êtes dans une fonction, lambda x, et vous avez plein d'évaluations en cours, et à un moment vous appliquez l'opérateur J à une fonction, lambda y prime, et à une valeur V. L'effet, ça va être donc d'appliquer lambda y à V, donc de transformer V par cette fonction, obtenir une valeur V', qui va devenir immédiatement la valeur résultat de f. Donc cette valeur V' va être envoyée immédiatement à l'appelant en court-circuitant tous les calculs qui restent à faire dans la fonction. Donc c'est un peu comme si vous faites return V dans une grosse méthode Java qui a 3 boucles imbriquées, par exemple. L'effet, c'est de sauter par-dessus les 3 boucles imbriquées et de revenir tout de suite. Et d'ailleurs, il y a un cas particulier de J, donc J appliqué à l'identité et à V, c'est return de V, c'est je renvoie immédiatement la valeur V à mon appelant. Et avec ça, donc Landin arrive à coder les étiquettes et le goto. Alors je vous esquisse le codage sous un cas très simple. Donc l'idée c'est que chaque étiquette, ça va être d'une variable liée à une fonction, unit flèche, une fonction qui attend juste unit et puis qui effectue le saut. Donc goto de L, c'est appliquer L. Et maintenant, poser une étiquette L au milieu d'un bloc, S1, L2.S2,
c'est définir L comme une fonction, donc appliquer partiellement J à l'opérateur à S2, en fait. Donc l'effet de cette fonction, ça va être de prendre une valeur, d'exécuter S2 et de retourner à l'appelant. Et alors le bloc lui-même est devenu une fonction, donc c'est pratique parce que retourner à l'appelant, ça va vouloir dire sortir du bloc. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à évaluer S1, sachant que s'il y a des goToL dans S1, ben on va sauter tout de suite à S2 et puis sortir. Et puis il faut aussi exécuter S2, sachant que dans S2, il peut y avoir des goToL aussi qui vont faire de la réexécution, d'où le letrec, la définition récursive. Et vous voyez, en fait, ça ressemble un petit peu, si vous clignez des yeux, à la sémantique dénotationnelle, la continuation qu'on a mis au tout début. Sauf que là, la continuation, elle apparaît comme ça, par magie, grâce à l'opérateur J. Alors, J lui-même n'a pas eu un grand succès dans les langages de programmation ultérieurs, mais l'idée a fait son chemin d'avoir des constructions de langage qui permettent de se saisir de la continuation quand on les évalue. Et donc ça apparaît dans les travaux de Reynolds en 1972 sous le nom de Escape, ensuite dans les premières versions de Scheme, donc par Sussman et Steele, sous le nom Catch et Throw, et puis une version épurée qui rentre dans Scheme vers 1982. Alors épurée mais avec un nom assez riche, Call with Current Continuation, souvent abrégé en call/cc ou call/cc. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ben, c'est un peu comme J, sauf qu'il n'y a pas cette notion de fonction courante. C'est call_cc appliqué à lambda_k.e, ça va capturer la continuation de cette expression, ça en fait une valeur de fonction, ça la passe à lambda_k.e, et du coup, E peut faire plusieurs choses avec ça, d'accord? Donc, E s'évalue avec K lié à la continuation de l'appel call_cc. Donc, si E s'évalue normalement, sans utiliser K, finit par se réduire en une valeur, et cette valeur est renvoyée comme la valeur de call_cc de lambda_k de E. Mais, si pendant l'évaluation de E, ou éventuellement plus tard, parce que E peut avoir sauvé la continuation K quelque part, et puis K va être appelé plus tard, donc si n'importe quand on applique K à une certaine valeur V, alors l'évaluation continue ou reprend comme si call_cc de lambda_k de E avait renvoyé immédiatement la valeur V. D'accord ? Donc on rétablit la continuation de l'expression en jetant tous les calculs qu'on est en train de faire, et on reprend cette continuation avec V comme résultat pour l'expression call_cc. Alors vite un exemple. Toujours mon exemple favori, on part d'un itérateur interne et on veut faire un itérateur externe. D'accord ? Donc on reprend l'itérateur interne sur les arbres binaires, donc celui qui n'est pas écrit en style à passage de continuation, d'accord, qui est écrit en style direct, qui se contente d'appeler son argument f sur chaque élément de l'arbre. Et maintenant, alors on va déjà mettre un call_cc. Alors avec un call_cc, on va pouvoir interrompre le parcours que fait triiter dès qu'il a trouvé un résultat. Donc c'est un moyen un peu compliqué d'extraire la valeur la plus à gauche dans l'arbre. Et donc pour ça, on fait une itération qui, dès qu'elle reçoit une valeur, relance la continuation k avec somme de x. Et donc l'effet, c'est de se brancher ici, juste après le call_cc, avec comme valeur somme de x. En revanche, si triiter ne trouve aucun élément, si l'arbre est vide, cette fonction ne sera jamais appelée. On va terminer ici et on va renvoyer none, d'accord, et on n'aura jamais appelé la continuation. Bon, c'est pas très impressionnant parce que vous pouvez faire exactement la même chose avec des exceptions. D'accord ? Il suffit ici de lever une exception et puis ici de capturer rattraper l'exception, et ça fait le même flow de contrôle. Mais là où ça devient beaucoup plus drôle, c'est quand on fait deux call_cc. Donc maintenant, ici, avant d'interrompre le parcours et de renvoyer l'élément x au monde extérieur, eh bien, on va capturer une autre continuation, k', qui est celle justement de cette fonction qu'on itère. Et du coup, en appelant k, on va renvoyer un élément d'une énumération
qui dit, ben voilà, le premier élément c'est x, et si tu veux plus de valeurs d'énumération, appelle k'. Et donc, quel est l'effet? Donc, si x1 c'est l'élément de t le plus à gauche, d'accord, donc on renvoie, on passe à k mort de x1 et de k', qui devient donc le premier résultat de tri itérateur de t. Et si k' est appelé ensuite, est relancé par le client, alors on va reprendre l'itération exactement ici, d'accord, juste après la dernière parenthèse rouge. Et donc, en fait, triiter va passer au prochain élément, et ainsi de suite. Donc on a bien transformé l'itérateur interne en itérateur externe. On n'a pas eu à changer l'itérateur interne pour l'écrire en CPS, mais d'une certaine manière, on lui a mis une paire de calls CC dedans, un autour et un dedans, qui ont complètement changé le flux de contrôle. Bon. Alors un autre exemple de choses qu'on peut faire avec call CC, on a parlé des exceptions structurées. En fait, c'est un cas particulier de call CC d'une certaine manière. Enfin, ça s'implémente facilement avec call CC plus une pile pour se rappeler des gestionnaires d'exception. Il y a cet aspect dynamique dans la levée d'exception. Il faut se brancher au gestionnaire le plus proche. Et donc ça, on va le faire avec une pile de gestionnaires qui sont des fonctions exn/unit. Et lever une exception, c'est juste dépiler un gestionnaire, HLDR, et l'appeler sur l'exception, la valeur d'exception. Et si la pile est vide, on lève une exception, il n'y a pas de gestionnaire, donc c'est une erreur fatale. Et du coup, on a l'autre combinateur, try_with, qui donc va évaluer un corps de fonction, qui est une suspension, en mettant un handler pour attraper les exceptions levées. Et alors bien sûr, on fait un call CC pour capturer la continuation du try_with, puisqu'on va falloir y retourner de deux manières différentes, soit normalement, soit exceptionnellement. Donc on capture K, qui est la continuation du try_with, on empile un nouveau gestionnaire qui, s'il reçoit une exception, évalue le handler et la continuation ensuite, pour reprendre le calcul après try_with. On évalue le corps de la fonction. Et alors, si elle a levé une exception, c'est fini. Si elle n'a pas levé d'exception, il ne faut pas oublier de dépiler le gestionnaire et on peut rendre la main avec le résultat. Et maintenant, la construction try_with du langage Camel, par exemple, on peut voir ça comme du sucre syntaxique pour un appel à ce combinateur try_with, donc avec le corps ici et le gestionnaire d'exception là. Bien. Et donc, alors je ne vous montre pas plus d'exemples, parce qu'en fait on va revenir sur ce genre de choses avec un autre opérateur de contrôle la semaine prochaine, qui s'appelle les gestionnaires d'effets. Mais donc ce qu'il faut retenir, c'est que quand on ajoute des opérateurs de contrôle, comme call CC à un langage fonctionnel, on permet de programmer des structures de contrôle sous forme de bibliothèque, coroutine, exception, stade coopératif, on verra encore d'autres exemples la semaine prochaine. Mais on garde le programme, le client, disons, en style direct. Il n'y a pas besoin de le mettre en forme CPS. Donc ça peut être plus commode. Alors, juste pour finir, le cours, donc quelques mots sur la sémantique et l'implémentation de call CC. Alors, il y a une manière assez simple de lui donner une sémantique, c'est d'étendre la transformation CPS, justement, pour montrer comment on transforme call CC. On va voir ça dans une minute. Et en fait, on peut aussi donner une sémantique directe en termes de contexte de réduction. Et alors, comment on implémente? On peut faire, au moment de la compilation, une transformation CPS sur le programme entier. On peut typiquement avoir plusieurs piles d'appels. Donc capturer la continuation, en fait, c'est faire une copie de la pile courante, moralement, et relancer une continuation, c'est jeter la pile courante et passer, ou plutôt copier, enfin c'est changer de pile, revenir sur une pile qu'on avait déjà, éventuellement en la copiant pour ne pas la modifier. Et on peut aussi utiliser plus généralement une structure de données persistante pour représenter la pile d'appels. Donc c'est une pile, mais dans laquelle on peut garder plusieurs points, d'accord. Et on a vu des choses comme ça dans le cours l'an dernier. Donc, la transformation CPS pour call CC, l'idée elle est assez simple en fait. Donc, call CC de F, comme toute transformation CPS, on prend une continuation K,
Et maintenant, on va s'en servir 2 fois. Donc ça va être à la fois la continuation normale pour l'appel de la fonction f, et ça va être aussi l'argument qu'on donne à la fonction f. Donc on va mettre la continuation k dans un petit combinateur que j'appelle resume. Et donc l'évaluation de f va se poursuivre avec son argument lié à resume de k et sa continuation normale qui est k aussi. Et si pendant son évaluation elle invoque resume, d'accord, avec une valeur v, j'espère avoir fait ça correctement. Oui, avec une valeur v et une continuation k. Elle ignore la continuation k de resume. L'appel relancer une continuation, ça ne revient jamais, d'accord, à l'appelant, mais elle relance la continuation sauvée qui est k0. Et vous pouvez observer un phénomène que je trouve tout à fait intéressant, c'est dans la continuation CPS, la transformation CPS standard pour les constructions standards comme l'application de fonctions, chaque continuation est utilisée de manière linéaire, exactement une fois. Et là, on voit que callCC duplique la continuation, à la fois comme continuation et comme valeur, et que resume ignore la continuation courante. Donc c'est une utilisation non linéaire de la continuation, dans les 2 cas. Un petit mot donc sur une sémantique à réduction. Alors il y a un lien fort en fait entre continuation et contexte de réduction, parce que si vous avez réussi à décomposer votre programme P en C de E, C c'est un contexte de réduction, E c'est une expression qui se réduit en tête, et par exemple E c'est c'est un call CC, quelque chose qui veut capturer sa continuation, ben, en fait la continuation c'est le contexte, C. Alors contexte éventuellement réifié sous forme de fonction, mais le contexte vous donne la continuation. Et donc c'est l'idée derrière ces règles de réduction pour callCC, alors qui ne sont pas des réductions locales, qui sont des réductions au niveau du programme tout entier. Si vous avez décomposé votre programme tout entier en un contexte d'évaluation avec un callCC juste dans le trou, alors eh bien, vous allez appliquer la fonction lambda KE à une valeur une fonction qui réifie la continuation, lambda v resume c de v, mais vous allez aussi laisser le contexte courant. Donc là, on a duplication du contexte. Et resume, comme d'habitude, si resume C0 de V se retrouve en position d'être réduit, il va jeter le contexte courant C et le remplacer par C0 et avec V dedans. Voilà. Donc, alors là encore, c'est une expression très concise et qui est un petit peu difficile à se mettre en tête. Dernière chose, et puis on va s'arrêter et on va pouvoir prendre quelques questions. Donc la dernière chose que je voulais mentionner, c'est qu'il y a d'autres types de continuation. Il y a en fait une littérature, et d'opérateurs de contrôle, excusez-moi, il y a même une littérature abondante là-dessus. Donc callCC, c'est ce qu'on appelle des continuations non délimitées et abortives. Alors non délimitées parce que la continuation capture toute l'exécution jusqu'à la fin du programme. Et abortive parce qu'en fait, elles ne reviennent jamais. Quand vous appelez une continuation, ça reprend un calcul complètement différent, mais l'appelant de la continuation, lui, ne reçoit jamais de valeur en retour. Alors, il y a des applications, comme le retour en arrière, les comptages qu'on a vus tout à l'heure, où on a envie d'avoir d'autres types de continuations. Par exemple, des continuations délimitées, donc qui capturent qu'une partie du calcul, et composables, c'est-à-dire qu'on peut reprendre la main une fois qu'on les a appelées. Alors voilà un exemple tout à fait artificiel. 2 fois, alors, donc je note delim. Donc delim, c'est la pose d'un délimiteur, et capture, c'est la capture de la continuation. Et l'idée, c'est que capture va capturer et mettre dans K la continuation qui va de capture jusqu'à delim, d'accord, et non pas jusqu'au début du programme. Et en l'occurrence, ici, c'est le calcul 1+. D'accord, donc la continuation, ça va être 1 plus V. Alors que si on avait fait callCC à la place de capture, on aurait eu 1 plus V fois 2. D'accord, le x2 qui termine le programme aurait été inclus dans la continuation. Bien, donc maintenant on a de continuation K qui est lambda V 1 plus V, et maintenant on va pouvoir l'appeler plusieurs fois, et reprendre la main à chaque fois, après. Et donc K de 0, ça va devenir 1 plus 1 plus 0, vous voyez c'est une espèce de comptage, là aussi, et on compte qu'on fait 2 appels, et finalement ça va se réduire en 4. Alors un autre intérêt plus pratique pour les continuations délimitées, c'est qu'elles sont plus petites que les continuations non délimitées, donc ça peut être aussi plus efficace à implémenter. Si vous pensez en termes de copie de pile, par exemple, il y a moins de choses à copier. Bon. Après, alors il y a toute une... on peut
là aussi donner des règles de réduction pour les continuations délimitées, qui sont un petit peu compliquées. Donc c'est des règles de réduction sous contexte, mais on utilise un contexte D, qui ne contient pas de délim, pour décrire en fait tous les calculs qui séparent le capture du délim. Et du coup, c'est ce contexte D qui va en fait nous donner la continuation capturée. Et alors après, donc on a des règles de réduction un peu de cette forme. Donc délim de D de capture se réduit en lambda KE appliqué à la continuation partielle délimitée, c'est-à-dire D transformé en fonction. Et puis resume réinstalle D, mais sans remplacer tout le programme. Et alors ça, c'est qu'une des 4 variantes qu'on trouve dans la littérature. Il y a aussi d'autres variantes suivant qu'on remet un délimiteur au moment où on relance la continuation, ou au moment où après avoir fait la capture, ou les deux. Et ça débouche sur des différences subtiles de sémantique qui ont toutes été explorées dans diverses propositions. Donc ça, c'est un petit tableau que j'emprunte à Daniel Hillerström. Vous voyez donc les différentes propositions qui existent dans la littérature, en commençant par les contrôles prompts de Feleisen, fin des années 80, Shift Reset de Danvy et Filinski vers 90, et puis un certain nombre d'autres propositions. Et pour finir par les gestionnaires d'effets, dont nous allons parler beaucoup la semaine prochaine et la semaine d'après. Voilà, donc il est temps de conclure ce cours avec un petit point d'étape. J'espère vous avoir convaincu que les continuations, c'est un concept puissant, avec, d'une part, pour comprendre et formaliser la sémantique des sauts non locaux. Donc, qu'est-ce que c'est que GoTo? Qu'est-ce que c'est que la levée d'exception? Qu'est-ce que c'est que... Bon. Mais aussi pour programmer dans les langages fonctionnels, en contrôlant très précisément l'ordre et l'entrelacement des calculs, quand on a besoin de le faire. Donc, ça peut être fait soit en programmant en style à passage de continuation, soit en programmant en style direct et en utilisant des opérateurs de contrôle qui sont éventuellement fournis par le langage, comme le call CC de Scheme. Alors, on n'a pas fini de parler de tout ça. Donc les 2 prochains séminaires, Andrew Kennedy la semaine prochaine et Olivier Danvy dans 2 semaines, parleront aussi de continuation, l'un sous l'angle plutôt de la compilation et des représentations intermédiaires de programmes, et l'autre plutôt sous l'angle de la vision de ce que c'est que la programmation fonctionnelle. Et les 2 cours suivants, donc semaine prochaine et dans 2 semaines, seront sur les effets définis par l'utilisateur et les gestionnaires d'effets, qui sont une forme moderne et élégante, si je peux dire, de contrôle délimité. Donc on va peut-être comprendre un petit peu mieux ce que c'est que le contrôle délimité. Et pour finir, donc quelques références bibliographiques. Pour justement comment on programme avec des continuations, j'aime bien le livre de Friedman et Wand, Essentials of Programming Languages, notamment les chapitres 5 et 6. Le tableau là, sur la ménagerie des opérateurs de contrôle est tiré donc, de la thèse de Daniel Hillerström, dont l'annexe A est un très bon survey de tout ce qui a été proposé dans le domaine. Et si vous vous intéressez sur justement comment la notion de continuation est apparue historiquement, il y a cet article de John Reynolds que j'aime beaucoup et où il montre en particulier que ça a été découvert et redécouvert indépendamment par un certain nombre de gens. Voilà, je vous remercie.